Donc après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur à l'École nationale des sciences géographiques et un master en physique de la télédétection à l'Institut de physique du Globe de Paris, Iris de Gélis a soutenu une thèse à l'Université Bretagne Sud en 2023, portant sur l'apprentissage profond pour la détection des changements dans les nuages de points 3D. Elle a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat du groupe de recherche du CNRS, méthode et application pour la géomatique et l'information spatiale. Elle a rejoint une équipe travaillant sur la télédétection par micro-ondes passives en tant qu'ingénieure de recherche chez STLUS, tout en étant chercheuse associée à l'Observatoire de Paris au sein du laboratoire LIRA. Eh ben, tout d'abord, merci à tous pour l'accueil ici à Florence et l'invitation à parler sur ce symposium autour de l'intelligence artificielle. Et je vais plus spécifiquement vous parler de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'observation de la Terre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle observation de la Terre? C'est le fait de caractériser notre environnement et d'essayer de suivre ses évolutions. Plus fondamentalement, c'est essayer d'étudier les surfaces terrestres pour en extraire des variables qu'on va dire géophysiques, comme la température, l'humidité des sols, la biomasse, donc quelque chose relatif à la végétation, ou sur les océans, la salinité des océans, les vents de surface, etc. Ou des variables géographiques relatives à l'urbanisation, à l'occupation des sols. C'est un peu entrecoupé entre géophysique et géographique, l'agriculture aussi. Et plus spécifiquement, c'est par exemple essayer de suivre le changement climatique avec cet exemple de retrait de glaciers, avec ici le glacier de la Vanoise en Savoie. Et on voit une forte différence entre 1949 et 2016. Et en observation de la Terre, on va essayer de suivre tous ces changements à une échelle assez locale ou une échelle un peu plus globale, avec par exemple le suivi de la calotte glaciaire au niveau du pôle Nord, qu'on peut voir ici, avec une forte diminution de la banquise au niveau du pôle en 2016 par rapport à 1979. Ou suivre l'évolution des températures à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de la planète entière, mais aussi plus localement au niveau d'une région, essayer de suivre son évolution sur ces dernières années. On va essayer de cartographier les territoires, les paysages, avec ici par exemple une carte de l'occupation des sols, c'est-à-dire essayer de dire où est-ce qu'il y a de la forêt, où est-ce que ça va être de la culture, de l'urbanisme. Et donc là on a une carte à l'échelle de l'Europe, ou le suivi de la croissance urbaine, avec ici un exemple de la ville de Cancún au Mexique, où on voit en quelques années la croissance assez impressionnante de l'extension assez impressionnante de cette ville. Et donc ça, on va pouvoir le suivre par imagerie, souvent vue du ciel. Après, il y a aussi la gestion des catastrophes, qu'elles soient humaines, avec par exemple l'explosion de Beyrouth en 2020, où on a une image qui a été acquise avant, et une image, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer, avant, et une image après, et là on peut voir que on voit très bien tous les bâtiments qui ont disparu suite à l'explosion. Aussi le suivi de catastrophes naturelles, comme les inondations qu'il y a eu l'année dernière à Valence, en Espagne, où on voit l'étendue d'eau bien plus importante que la normale, ou à droite, ou gauche, ça dépend de quel côté on regarde, des glissements de terrain au Japon, où on a des images du ciel, et en fait, on peut identifier les zones de glissement de terrain dans des zones où on a difficilement accès à pied ou en voiture, parce que c'est des zones assez retirées. Ou justement, juste après une catastrophe, où les routes peuvent avoir été coupées, comme il y a eu à la Vésubie ces dernières années, je ne sais plus la date, où on peut aller directement par satellite essayer de voir tout ce qui a été endommagé, tous les bâtiments qui ont été détruits par exemple, ou les routes d'accès qui ont été détruites, pour donner cette information par exemple aux services de secours. Là c'était quelques cas d'exemple, il y en a bien plus encore, c'était juste pour vous donner une idée de ce à quoi on s'intéresse en observation de la Terre.
Observer, oui, mais par quels moyens? Il y a différents moyens. On va commencer par des observations qu'on va dire in situ, c'est-à-dire des données très locales avec des stations qu'on va mettre à des endroits. Par exemple, une station météo qui va aller suivre la température, qui va aller suivre une propriété, par exemple le vent très local à cet endroit. Mais ça, comme je viens de le répéter, c'est assez local. Ça va dépendre des endroits où on a mis ces infrastructures. Et donc pour ça, en observation de la Terre, on va parler souvent de télédétection avec des observations à distance. Télé à distance, c'est détecté, du coup à distance, télédétection. On a des observations qui vont être faites par drone, par avion ou hélicoptère, où on va mettre certains capteurs dessus, ou par satellite. Et on a, avec ces différents moyens, différentes échelles d'observation. Quand on va observer avec un satellite, on va pouvoir observer sur toute la Terre entière, très souvent par rapport à un drone qui va voler juste sur une zone très spécifique à un moment donné. Un petit exemple pour les observations satellitaires, où ici je vous ai mis l'ensemble des satellites d'observation de la Terre lancés par l'Agence spatiale européenne. Depuis les années 2005 jusqu'à même ceux qui vont être lancés en 2030, on voit qu'on a énormément de satellites. Il faut se dire que c'est que la partie lancée par l'Agence spatiale européenne. Donc il y a plein d'autres agences spatiales comme la NASA et dans plein d'autres pays qui lancent aussi eux leurs satellites. Et c'est tous des satellites qui vont permettre de suivre l'évolution de notre planète. Donc on voit qu'on a beaucoup de données et des données qui viennent de modalités assez différentes avec des échelles assez différentes. Je vous ai parlé de comment on a acquis un peu ces données, mais finalement à quoi elles vont ressembler. On va avoir des images comme celle qu'il y a en haut, assez classiques, qu'on pourrait prendre comme avec notre appareil photo. Où là on a une vue du bassin d'Arcachon, je ne sais pas si vous avez reconnu en haut, qui est acquise depuis un satellite. On peut reconnaître la partie océan en bleu et après les différentes cultures et vraiment la partie bassin d'Arcachon où on voit les différentes même profondeurs de l'eau. En dessous, on a une image qu'on va appeler des nuages de points 3D, des données en 3D. Et en fait, ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais donc on a une couleur qui est définie en fonction de l'altitude de notre point. Et donc là, on a une représentation en 3 dimensions du port de Marseille. Ce qui va nous permettre d'avoir d'autres informations par rapport juste à une vue 2D, comme celle en haut. Après, je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais c'était juste pour montrer la diversité des données qu'on peut avoir. On va avoir des données qui vont venir de capteurs qui vont juste observer ce qu'il y a, comme quand on prend une photo avec notre appareil photo. Et il y a d'autres types de données. On va aller lancer un signal, on va attendre le signal qui va revenir vers le capteur, et on va faire une mesure. Et en fait, avec ça, on va avoir des images qui sont assez différentes. Ici, en haut, on a une image optique, comme avec un appareil photo plus classique, pris en 25 avril 2018 sur une zone. On voit qu'on a la couverture neigeuse qui est bien visible, toute la zone en blanche. Après, on a une vue, on voit un peu la vallée, on peut imaginer ce que ça représente. Et en dessous, on a la même vue du même endroit avec une image radar. Du coup, ce que je disais, où on va envoyer un signal et attendre son retour. Et on a des caractéristiques très différentes qui sont mises en avant. On voit bien plus tous les reliefs, par exemple. Où on peut voir ici le ruisseau qui est mis en avant, alors que là, on ne le voyait pas trop dans l'image du dessus. Donc finalement, grâce à toutes ces données, qui ont des caractéristiques très différentes, on va pouvoir voir plein de choses. Et il y a dans tout ça. Je vais commencer par le graphe qui est ici, où on voit le volume de données distribuées par la NASA, l'Agence spatiale américaine, au cours des dernières années, entre 2000 et 2024. Et on voit une augmentation vraiment phénoménale du nombre de données qui est distribué par l'Agence spatiale. Donc toutes ces données, il va falloir arriver à les analyser, arriver à en faire quelque chose. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a des données qui sont très différentes. Et c'est là que l'IA va intervenir et va nous aider à structurer ces données et à analyser de manière un peu automatique ces données. Alors je voulais revenir
un petit peu à une définition de l'IA, même si on a déjà un petit peu vu ce que c'était ce matin. Mais quand on prend Wikipédia ou Larousse, l'intelligence artificielle, IA, c'est réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. En observation de la Terre, on est vraiment à la jonction avec la science des données. On va essayer d'extraire des informations à partir de données. Et dans l'intelligence artificielle, il va y avoir plusieurs choses qu'on va distinguer. Il va y avoir l'apprentissage automatique, qui est la capacité d'apprendre automatiquement à partir de données. Et ce dont maintenant on entend le plus parler, finalement on dit IA, mais c'est quelque chose de plus spécifique. Et par exemple, le ChatGPT dont on a beaucoup entendu parler ce matin, c'est une forme d'apprentissage profond, qui sont des modèles mathématiques flexibles qui vont nous permettre de représenter ou de structurer la donnée. Et donc en fait, on a différents types d'IA. Et en observation de la Terre, on se concentre plutôt sur ce qui est apprentissage automatique ou apprentissage profond. Et donc, effectivement, l'IA et cet apprentissage va nous permettre de structurer la donnée pour en extraire des informations. Je voulais faire un petit point de vocabulaire parce que je risque de dire certains mots et être sûr qu'on parle tous de la même chose. Je vais souvent parler d'entrée. Ce qu'on va dire, ce que c'est qu'une entrée, c'est l'image qu'on va donner, qu'on a et qu'on va essayer de faire analyser par notre outil d'IA. Donc là, on a une image qui a été détourée autour d'une vallée dans l'Ubaye. Et donc, c'est une image vue du ciel, assez classique, qu'on va aller donner à ce que je vais appeler un modèle, où on a déjà évoqué ce matin des modèles, mais donc ça va être vraiment l'outil au milieu. Des modèles, il y en a plein de différents, et avec différentes spécificités, et qui vont mener à différentes sorties qu'on va appeler des tâches, c'est-à-dire un objectif qu'on va leur donner. Par exemple, essayer de classifier cette image qu'on a en entrée pour nous sortir quelle était l'occupation des sols sur cette image d'entrée. Essayer de nous identifier toutes les zones qui étaient de culture, de forêt, ou les landes et prairies, ou le bâti. Donc voilà, je vais pouvoir en venir aux usages de l'IA en observation de la Terre. Et je tenais tout d'abord par commencer par le fait que c'est un usage qui n'est pas si récent, parce qu'on entend au quotidien, c'est vraiment très récent le fait que l'IA ressorte dans les journaux, qu'on en entend vraiment parler très souvent. Mais c'est une technologie qui est déjà très utilisée depuis assez longtemps, et notamment en observation de la Terre depuis les années 90. On voit beaucoup de publications scientifiques qui utilisent des modèles assez simples d'apprentissage automatique pour essayer de nous aider à faire de l'analyse de données, à établir des liens entre l'observation satellite d'un côté, ou l'observation tout court d'un côté, et la donnée géophysique ou la propriété d'un sol qu'on veut. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de lier statistiquement la donnée avec ce qu'on veut. Et là, j'ai juste mis quelques exemples de publications scientifiques en surlignant la date de parution en observation de la Terre. C'est vraiment juste quelques exemples, mais c'est pour dire que déjà dans les années 90, 95 et 2001, là, on a beaucoup de publications qui se basent sur ce genre d'outils qu'on dit d'intelligence artificielle. Et plus récemment, on a une démultiplication de l'usage, même en observation de la Terre, avec l'apparition et surtout l'usage de l'apprentissage profond, donc ce que j'avais symbolisé en jaune dans mon premier schéma, tout au centre. Et par exemple, ici, on a un graphique qui nous montre le nombre de publications scientifiques publiées entre 2015 et 2022 sur une tâche spécifique qui est la classification des images de télédétection. Comme par exemple pour faire de l'occupation des sols, on voit qu'on a une augmentation à nouveau très forte du nombre de papiers qui utilisent de l'apprentissage profond pour faire ce genre d'application. Pourquoi est-ce que récemment c'est beaucoup plus utilisé? Tout d'abord parce que les capacités de calcul ont été vraiment développées. Maintenant, énormément l'accès à des cartes graphiques est beaucoup plus
facile qu'avant, et donc on arrive à faire des calculs bien plus importants que ce qu'on pouvait le faire avant. Et ensuite, en observation de la Terre, ça a permis de créer des modèles plus importants qui vont prendre plus en compte la dimension spatiale ou la dimension temporelle de notre donnée pour aller gagner en précision. Par exemple, en dimension spatiale, là on a une image du port de Sète, je ne sais pas si je vais arriver à montrer, oui, et là on a la digue. On se dit, pour savoir que c'est une digue, nous, pour l'identifier visuellement, on se dit que c'est une digue parce qu'il y a de l'eau des deux côtés. Et c'est pareil pour un modèle. Si on va lui donner une idée de ce qui se passe spatialement aux alentours d'un point, il va arriver à mieux identifier tout ça. Et ça avait un coût. Ça voulait dire de faire des plus gros modèles. Et grâce à ces cartes graphiques qui ont été développées et qui sont maintenant beaucoup plus accessibles, on arrive beaucoup plus à extraire cette information spatiale ou temporelle. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus utilisé actuellement. Maintenant, je voulais montrer quelques exemples d'utilisation récente de cet apprentissage profond en observation de la Terre, avec par exemple ici une carte d'occupation des sols, mais ici très précise, où on voit que on aurait passé, si on avait donné à quelqu'un cette image à classifier en toutes ces catégories. Alors je suis désolée, c'est en anglais, mais on voit qu'on a vraiment beaucoup de catégories différentes et on aurait passé extrêmement beaucoup de temps à les déliner et dire pixel par pixel qu'est-ce que c'est. Et l'IA ici va après un apprentissage, assez facilement identifier toutes les zones différentes. Par exemple, même de distinguer différents types de sable, un sable plus humide, un sable plus sec, juste en donnant des exemples à cet outil d'IA qui nous a permis de faire ça. Un autre exemple, c'est à partir d'images un peu plus compliquées, où visuellement, là même, autant sur l'image qu'on avait avant, on pouvait identifier où était l'eau, où était la plage, où étaient les dunes, etc. Après, quand on a des images un peu plus complexes, comme on a souvent en observation de la Terre, si on n'est pas expert, c'est compliqué d'aller comprendre cette image. Là, on a typiquement en entrée, on est au niveau des pôles et on a de la banquise. Et on a une différente concentration de glace. Là, on a de l'océan et là, on a de la banquise plus ou moins, de l'océan plus ou moins gelé. Et on a besoin de savoir où est-ce qu'il y a l'eau qui est vraiment gelée, où est-ce qu'elle n'est pas vraiment gelée. Et ça, visuellement, ça va être compliqué de le faire et c'est pour ça qu'on va essayer d'entraîner des outils d'IA qui vont nous permettre de faire cette classification automatique à partir d'images qui peuvent être un petit peu compliquées visuellement à comprendre. Après, un autre usage, par exemple, c'est quand on a des données qui sont pas très bien résolues en entrée, et ben on va pouvoir faire une amélioration de la résolution spatiale. Donc ça va nous aider après à aller mieux identifier le nombre de bateaux, par exemple, qu'il peut y avoir dans le port, ou exactement la forme des bâtiments, alors qu'on ne pouvait pas le faire sur les images qui étaient peu résolues, qui sont à droite. Gauche, de votre côté. Après, j'avais envie de vous montrer aussi un autre exemple, qui est la détection de changement. Donc, qu'est-ce que j'entends par détection de changement? C'est quand on a deux images acquises à deux dates différentes et on va essayer de savoir tout ce qui a changé entre ces deux images. Comme un peu ce que vous avez peut-être fait étant plus petit, le jeu des 7 différences, où on a deux images et on va essayer de savoir où sont ces différences. Alors là, je peux vous laisser un petit peu essayer de trouver, mais vous les avez identifiées plus rapidement. Et en fait, on va donner à l'IA cette même tâche avec des images d'observation de la Terre où on voit que, en fait, là, ça va être beaucoup plus. Si je vous demande de le faire pour les images d'observation de la Terre, ça va être beaucoup plus long et fastidieux à faire, surtout quand on veut le faire à l'échelle d'un pays entier ou sur toute une zone. Ça va vraiment être beaucoup plus fastidieux que faire juste le jeu des 7 erreurs qu'on avait à gauche. Et donc là, l'outil d'IA nous a permis d'identifier toutes les zones qui ont été changées et qu'il les a mises en blanc, avec par exemple, si j'arrive à montrer, ici il y a un nouveau polder qui a été construit, il a été identifié par notre outil.
Et ça, on l'avait en 2D, et j'avais envie de montrer juste cet exemple parce que c'est un des exemples, enfin un des cas d'études sur lequel je me suis concentrée pendant ma thèse, qui était la détection de changement aussi, mais en 3D. Et là, on se concentre sur un séisme qu'il y a eu au Japon en 2016. Et par chance, on avait une acquisition qui avait été faite de la zone avant le séisme, et donc on a pu faire une acquisition de la zone après le séisme. Et ce qui intéressait les géomorphologues ici, c'est d'essayer de savoir d'identifier tous les endroits où il y a eu des glissements de terrain. Et avant, ils allaient essayer de l'identifier manuellement et passer beaucoup de temps à regarder ces données en 3 dimensions qui ne sont pas forcément très faciles à regarder. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des outils qui nous simplifient un petit peu ce travail en amont pour après pouvoir faire les analyses qui avaient besoin d'être faites. Là, ce qu'on voit principalement comme changement entre les deux dates, c'est la végétation. Parce que l'acquisition n'a pas forcément été faite au même moment de l'année, et du coup, on n'a pas du tout la même végétation. Mais ce qui intéressait les géomorphologues, c'est vraiment le terrain, et où est-ce qu'il y a eu les glissements de terrain. Et donc, grâce aux outils que j'ai développés pendant mon thèse, on a réussi à lui dire d'identifier certains changements spécifiques qui sont relatifs au glissement de terrain. Donc les zones les zones sources qui se sont éboulées, et les zones où tout le gravat s'est réceptionné, les zones de dépôt. Voilà, je vous ai montré quelques exemples. C'est vraiment quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres actuellement de cas d'usage en observation de la Terre. Et on est en train d'aller, actuellement, je voulais vous montrer cette dernière slide sur la partie cas d'usage en IA. C'est la recherche actuelle. On est en train d'aller vers un modèle qui est universel. C'est-à-dire qu'avant, sur chacun des exemples que je vous ai montrés, on va avoir un modèle, un outil spécifique qui va être développé pour ce cas précis. Et là, maintenant, la recherche, elle tend à essayer de développer un seul outil qui va servir pour tout. On va lui donner toutes les données satellites qu'on peut avoir en entrée, les données terrain, lui donner le plus en plus de données pour essayer de faire plein de tâches différentes, que ce soit de l'occupation des sols, mais la qualité de l'air, estimer la végétation, donc plein de tâches différentes. Donc on va vers ces modèles qu'on dit de fondation, qui sont la même chose que quand ChatGPT, c'est aussi un modèle de fondation. Et donc c'était pour dire qu'en observation de la Terre, on va aussi vers ce genre d'énormes modèles qui permettent de faire un peu tout. Et comme dernière partie de cette présentation, j'avais envie de venir un peu sur les limitations et les critiques qu'on peut faire de l'usage de l'IA, notamment en observation de la Terre, et notamment parler de la fiabilité, de sa généralisation, de ses coûts et de l'éthique. Un modèle, tel qu'on l'a vu, il a besoin d'être entraîné. C'est-à-dire que pour arriver à faire une certaine tâche, on a besoin de lui montrer plein d'exemples. Comme tout à l'heure, la question avait été posée à Madagascar, il y avait des personnes qui faisaient de la notation. Effectivement, on a besoin d'annoter des images, d'annoter des exemples pour entraîner ce modèle. Et on a besoin de beaucoup de données. En observation de la Terre, on a beaucoup de données, ce n'est pas vraiment une problématique. Par contre, avoir des données labellisées, ça demande un travail d'expert qui est assez conséquent et qui est important. Et ce problème, il est vraiment important dans le sens où un modèle qui a été entraîné sur une région, par exemple en France ou en Europe, il ne va pas forcément marcher très bien ailleurs, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. Et donc ça pose vraiment ce problème de généralisation de est-ce que notre outil, il va vraiment fonctionner partout? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça, les yeux fermés, tout le temps? C'est un petit peu lié, mais il y a tout qui se recoupe un petit peu. Quand j'ai commencé à réfléchir aux limitations et aux critiques, je me suis dit, en fait, tout se recoupe. C'est des problèmes d'éthique et de fiabilité du modèle. C'est-à-dire, est-ce que notre modèle va sortir des résultats qui sont justes? Et éthiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut avoir peut-être certains ont déjà entendu parler de ça, des biais d'entraînement. C'est le fait qu'on va entraîner sur une base de données et que cette base de données n'est peut-être pas vraiment, représente pas vraiment
la réalité de ce qu'on veut essayer d'avoir. Ici, on a un exemple avec une image au-dessus d'une ville où on essaie de détourer des bâtiments. Ici, on a des bâtiments qui ont été détourés par des utilisateurs, enfin, c'est-à-dire manuellement, où on leur a demandé d'identifier tous les endroits où il y a eu des bâtiments. Ici, ça a été détouré par une solution se basant sur de l'IA, où on voit qu'il y a des zones où ça marche très très bien. Ici, par exemple, et on a des zones qui ont été oubliées. Pourquoi est-ce que ça a été oublié alors que sur certaines autres zones, ça marche très très bien? Souvent, quand on va entraîner une donnée, un modèle, on va se baser sur des bases d'entraînement. Par exemple, ici, la base de OpenStreetMap, certains connaissent peut-être cet outil de localisation ou de cartographie. C'est un outil qui est plutôt une base de données qui est plutôt référencée en Occident, en Europe, dans les grandes villes où on va aller, où les bâtiments ont bien été identifiés. En revanche, quand on va dans des zones plus pauvres, dans le milieu rural, les bâtiments, ils ont peu été détourés, ils ont peu été identifiés. Or, si on fait un entraînement sur ce genre de base de données, on va arriver à des problèmes où seulement les bâtiments qui ont une forme plus conventionnelle vont être détourés, et toutes les zones qui n'ont pas été détourées ici, c'est parce qu'on est sur des bâtiments, des zones d'habitation plus spontanées, plus précaires, et en fait on est dans une zone assez pauvre comparée aux extérieurs, et où du coup les bâtiments ne vont pas être détourés. Et ça peut poser des questions, si on, notamment sur le fait, si on se base sur ces résultats directement, sans critique derrière, ou sans regard critique derrière, si les aides, par exemple, sont déversées qu'aux bâtiments qui ont été identifiés par un outil. Si toutes les zones plus précaires ne sont pas identifiées parce que ne sont pas dans ces grandes bases de données qui sont établies en Occident, ça va poser pas mal de problèmes éthiques, du coup. Ensuite, ma dernière slide sur les cas d'usage, je montrais qu'on allait vers des modèles plus universels. Là, c'est un petit graphique qui montre entre 2020 et 2025, donc c'est assez récent. La taille du rond, c'est la taille des modèles. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les modèles augmentent en taille de plus en plus. Et donc c'est vraiment le fait d'aller vers des modèles de plus en plus globaux. Et entraîner, plus un modèle est grand, plus ça demande un coût énergétique à son entraînement. Et notamment, entraîner un gros modèle, c'est plusieurs tonnes de CO2. Faire une requête aussi sur ces gros modèles, ça a aussi un coût énergétique qui est quand même à prendre en compte. Et aussi, pour son entraînement, il y a la question de la durabilité des infrastructures, notamment les centres de calcul où on va stocker toutes ces données, les centres et où on va faire ces entraînements. Ça a aussi un impact environnemental. Et ensuite, une question plus éthique sur ces les petits modèles qu'on avait avant, tout le monde pouvait les faire tourner et les entraîner sur ses propres ordinateurs personnels. Alors que maintenant, les gros modèles qui sont de plus en plus utilisés et mis en avant en recherche notamment, c'est des modèles qui ne peuvent plus être entraînés sur nos propres ordinateurs. Et donc, on a vraiment un déséquilibre d'accès entre les grands centres de calcul, les GAFAM, tels que Google, et les petites équipes, les organisations non gouvernementales qui n'ont pas accès à tous ces moyens et qui ne pourront donc pas faire des entraînements et du coup ne pas contrôler l'entraînement qui a été fait de ces modèles. On peut juste en être utilisateur, mais finalement, on ne sait pas comment derrière exactement ça a été entraîné. Et enfin, je me posais la question de l'IA comme expert. Actuellement, c'est quelque chose qui revient assez, on dit souvent que c'est une boîte noire parce qu'on ne sait pas exactement, on a des entrées, on a une sortie, et comment finalement il est arrivé à faire cette carte. Pourquoi il a dit qu'ici c'était une forêt alors que il s'est trompé, c'était une ville, ou pourquoi ici ça s'est bien classifié. Donc actuellement il y a un champ de recherche qui est assez, qui se développe de plus en plus, qui se concentre sur essayer de développer des IA plus explicables. Et c'est quelque chose auquel, c'est important pour la fiabilité et la traçabilité des résultats.
toujours attention aux biais, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi en tant que, si on choisit une IA comme expert, il faut prendre en compte ces problématiques de biais et vers potentiellement une déresponsabilisation de la prise de décision. Et enfin, concernant l'expertise en observation de la Terre, l'intérêt, il n'est pas forcément que dans le résultat. On risque d'aller vers une surveillance plus qu'une compréhension, c'est-à-dire qu'on va vers une recherche qui est plus opérationnelle, où on va plus caractériser plutôt que de comprendre. Et ça, c'est encore quelque chose où l'IA, elle va nous permettre d'avoir cette carte, mais pourquoi est-ce qu'on a cette carte? Pourquoi on a cette température qui augmente? Ou pourquoi on a ces changements qui arrivent? Ça, on ne sait pas. On sait très bien les identifier, c'est très utile pour ça, mais la compréhension n'est pas encore là. On va aussi, ce que j'ai pu voir, c'est vers ce que je vais appeler une objectivation de la performance, où c'est plutôt le score final qui va compter, plus que le pourquoi est-ce qu'on choisit cet outil plus qu'un autre, si on va davantage regarder juste une métrique, un score, plus que l'outil en général. Et ça peut aller aussi vers une disparition des experts humains, où on a une perte de compétences humaines et de compréhension de la donnée, parce qu'on a tendance à donner toutes ces données sans plus même avoir la capacité de recul et d'analyse de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la donnée. Voilà. Pour conclure, l'IA, c'est en même temps un outil très très utile pour essayer d'analyser, de structurer toutes ces données qu'on a en observation de la Terre. On a beaucoup d'informations et on a besoin d'aide. On ne peut pas manuellement aller analyser toutes ces données. La progression de ces technologies, elle est très rapide. C'est un domaine qui vraiment évolue très très vite, donc ce que je dis aujourd'hui est peut-être plus valable dans même 2 ans, parce que finalement d'autres champs l'évolution de la recherche dans ce domaine va quand même assez rapidement. Après, ça reste un outil utile, mais il reste des précautions à prendre en compte, et ça c'est des précautions qui sont connus des gouvernements, par exemple des organisations comme l'UNESCO, qui a rédigé toute une série de recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ici, je mets juste un extrait. Les acteurs de l'IA doivent promouvoir la justice sociale, garantir l'équité et lutter contre les discriminations en tout genre, conformément au droit international. Ce n'est pas spécifiquement à l'observation de la Terre, mais c'est pour dire que en Europe notamment, via des législations, via des recommandations, on est en train de poser un peu les règles de qu'est-ce qui est d'un côté, en fait ce qui est un petit peu compliqué, c'est que d'un côté c'est très utile et d'un côté ça peut poser des questions, et donc il faut arriver à un équilibre et à trouver une bonne utilisation et à garder un regard critique. Voilà. Merci Madame beaucoup. Vite fait, parce qu'on a commencé à déborder. Une question à Madame de Gélis? Oui. C'est sur l'observation qu'on peut faire en drone ou je ne sais pas comment, et les impôts locaux. Et justement, j'allais poser la question aussi. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur le journal local qui la DDT avait détecté 1000 piscines dans le Gers non déclarées. Oui, c'est un des usages. C'est vrai qu'on arrive, à, avec une observation, que ce soit à satellite ou de capteurs mis sur des avions ou de drones, à prendre une image et aller détecter les zones de jardin, les piscines, les maisons. Et effectivement, c'est un usage récent pour essayer de détecter toutes les piscines, les remonter auprès des impôts, des mairies, et après c'est OK. Alors, sur l'usage directement des drones, je sais que c'est assez réglementé, qu'on n'a pas le droit de faire voler un drone en prenant des acquisitions dans votre jardin comme ça, directement. Après, sur les données satellites qui sont moins bien résolues, il y a des acquisitions qui sont faites.
Et on arrive quand même à détecter des choses métriques. Une piscine qui fait plusieurs mètres, on arrivera à le voir depuis des observations de satellites. En termes de texte de loi, je n'ai pas la référence exactement. Merci, Madame de Gélis.